Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Lubumbashi ce mercredi 12 mai dans l'après-midi en provenance de Kampala où il a participé à l'investiture de son homologue Yoweri Museveni. André Lite Asebeya, ancien ministre des Droits humains dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, quitte le parti conventionné des Congolais unis de Lambert Mende. Il a annoncé sa démission ce mercredi 12 mai et renoncé en même temps à son mandat de député national obtenu lors des législatives de 2018 dans le territoire de Wamba en province de Haut-Ouélé. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a accordé ce mercredi 12 mai une audience à la représentante de la RDC à la francophonie et une autre à l'ONG Internews. Avec Isabelle Tshombe, représentante de la République démocratique du Congo à la francophonie, il était question pour elle d'expliquer le fonctionnement de ces structures à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, et aussi la féliciter pour sa nomination à ces postes importants du gouvernement. C'était une première prise de contact, d'abord pour la féliciter pour le mandat qu'elle vient d'inaugurer. Et d'autre part, en tant qu'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, je suis venu l'éclairer sur le rôle que je joue dans la francophonie et quel est le pont que je peux servir pour l'aider dans l'accompagnement de son ministère. Et donc, je voulais exprimer à la ministre notre total appui pour que les projets futur du gouvernement, mais particulièrement de la justice. Je serai l'avocate du ministère et que je ferai les plaidoyers qu'il faut pour que les desiderata du ministère rentrent dans notre programmation. Avec l'ONG Internews, la ministre d'État a échangé avec Madame Noémie Kilembe et Maître Paul Kwadio. Oui, l'objet de notre visite, c'est d'abord en termes de partenariat. Le gouvernement et les partenariats d'Internews, notamment des ONG. Alors, nous avons voulu échanger avec elle, notamment par rapport à la question de l'accès à l'information publique, qui est l'un des objectifs de développement durable, notamment objectif 16-10. Et comme vous le savez, cet objectif souscrit à ce qu'on puisse garantir, que les États puissent garantir l'accès public à l'information à travers les législations nationales. On était venu échanger avec elle sur cette question pour voir comment est-ce que le gouvernement qui a inscrit la question des réformes de loi dans son agenda, comment est-ce qu'elle pouvait accompagner notamment la société civile au travers du collectif 24 pour que cette question, ces plaidoyers qui mènent le collectif 24 depuis 2009 puissent aboutir. Madame la ministre était très ouverte, vu que le gouvernement a inscrit cela dans son agenda, qu'elle était prête à accompagner la société civile. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a reçu ce mardi 11 mai en son cabinet du travail l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Hiro Minami. L'appui financier et technique du pays des soleils levants au gouvernement congolais dans le domaine de la santé en général et le soutien à l'accès sur le vaccin COVAX a été au menu de cet entretien entre le patron de la santé et le chef de la diplomatie japonaise en RDC. C'est confiant à la presse au sortir de l'audience, Hiro Minami a premièrement salué les choix portés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en la personne du docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda qui est un expert qualifié dans le domaine de santé. Étant donné que l'investiture a été bien accueillie par le Parlement, j'ai demandé quelques ministres clés du gouvernement, puisque le Japon a beaucoup de travail à faire ensemble. Pour le diplomate Hiro Minami, le Japon est un partenaire important de la RDC, surtout dans le secteur de la santé, qui est un des piliers dans le domaine des coopérations financières avec le Japon et le Congo.
S'agissant de la vaccination contre la COVID-19, le diplomate japonais a expliqué au ministre de la Santé l'engagement de son pays qui a participé au financement de l'initiative COVAX parmi les ministres des Affaires étrangères du G7. Non seulement le COVAX, le Japon a financé non seulement les vaccins, mais aussi ce qu'on appelle la chaîne du froid. Chaîne du froid, c'est-à-dire les équipements de conservation, les frigos pour les vaccins et les véhicules. Signalons que dans sa délégation, le diplomate japonais s'est fait accompagner par Shibata Kazuno, représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, qui appuie la République démocratique du Congo dans les domaines de la santé. Après les séances de travail sur les états des lieux avec toutes les directions et services qui sont sous son autorité, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a ce mardi 11 mai entamé une autre phase, celle des prises de contact avec tous les partenaires de l'éducation en République démocratique du Congo et parmi l'Église catholique, partenaire privilégié de l'éducation en RDC. D'où cette rencontre avec l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. D'abord, en tant qu'enfant, recevoir sa bénédiction, ses conseils, mais également recevoir également quelques orientations par rapport aux différents problèmes qui ont miné les rapports entre mon ministère et les partenaires et l'Église catholique qu'il représente également. Donc aujourd'hui, c'était très important de commencer par ici parce que dans ces partenariats, nous avons besoin de son accompagnement, de l'accompagnement de l'Église et de l'accompagnement de toute la coordination des écoles conventionnées catholiques également pour la réussite de notre mission, à savoir le redressement du secteur, de notre sous-secteur de l'EPST, ainsi que la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Une séance de travail appréciée par le cardinal. Nous saluons l'initiative des nouveaux responsables du ministre et de sa vice qui viennent à notre rencontre pour qu'on fasse le point et dégager la direction dans laquelle nous voulons aller. Premièrement, c'est d'abord pour sauver la gratuité. Vous savez que cette question, ça tient énormément au cœur du chef de l'État, le président Félix. Il tient à ce que ce système puisse fonctionner. Plusieurs députés nationaux représentant chacun les caucus de 26 provinces du pays ont défilé à tour de rôle pour soutenir l'état de siège décrété par le chef de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette mesure a été également saluée par les élus des provinces concernées, lesquels n'ont pas manqué de réagir. Si nous ne soutenons pas cette initiative va aussi échouer comme toutes les autres. Donc à la population, soyons derrière l'initiative du chef de l'État, soyons derrière nos nouvelles autorités, soyons derrière les militaires, partageons-les informations, collaborons avec eux pour que nous puissions avoir le succès demain et que la paix revienne dans nos provinces. En croire la déclaration faite par les députés de la province du Nord Kivu, ces derniers appellent leurs collègues de procéder au-delà de discours à des collectes de fonds et de cotisations en vue d'encourager et de motiver les FARDC en opération. Si nous pouvons dire ici devant les gens, tous coquis après coquis, que nous soutenons l'initiative du chef de l'État, il n'y a pas une autre façon de prouver que nous sommes derrière cette initiative que de toucher un peu à la poche, prendre un peu de ce que nous pouvons partager avec nos enfants pour soutenir ceux-là qui se battent sur le front à faveur de la paix dans notre pays.
C'est donc ça ma motivation, je pense, et j'encourage encore les députés. Il faut que nous puissions démontrer, c'est symbolique. Autre sujet abordé lors de cette plénière, c'est la question relative à la répartition et installation des bureaux permanents à la Chambre basse du Parlement après les consensus dégagés en conférence de présidents. En revanche, souveraine, l'Assemblée plénière a décidé de renvoyer à la séance prévue ce jeudi 13 mai 2021 l'examen de la proposition de loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie. L'affaire fait polémique et suscite déjà moult réactions dans l'opinion, surtout en cette période où s'observent quelques inquiétudes sur la tenue ou non des élections en 2023. Le député national Jean-Pierre Kayembe estime que les 2 premières années tumultueuses du chef de l'État marquées par des conflits au sein de la coalition FCC-Cash ne méritent pas d'être comptabilisées. La première raison, c'est d'abord les conflits permanents que nous avons constatés entre les deux plateformes qui s'étaient coalisées, les FCC et les Cash. Il n'y a pas aussi que ça. Il y a la guerre à l'est de la République. Il y a la pandémie à coronavirus. Toute la sommation de tout cela m'amène à dire que ce n'est pas possible qu'on organise des élections en 2023. Vous avez vu, nous avons passé les 2 ans. Après les conflits, le chef de l'État n'a pas pu organiser les conseils des ministres. Aujourd'hui, nous n'avons même pas les animateurs de la CENI. La loi sur la CENI, la loi électorale, les réformes envisagées ne sont pas encore pratiques. Donc, il y a pas mal de choses qui ne se sont pas encore réalisées, qui m'amènent à dire que, de manière objective, les élections n'auront pas lieu en 2023. Pour cet élu du peuple qui ne jure que sur l'année 2025 pour l'organisation de l'élection présidentielle, la préoccupation majeure au jour d'aujourd'hui reste et demeure le social de Congolais et l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. La deuxième raison, c'est celle-ci. La deuxième raison, c'est que vous ne pouvez pas comprendre que le budget était exécuté à 4 milliards de dollars. Les 4 milliards divisés par 80 millions de Congolais, c'est que chaque Congolais a 40 dollars par mois, par an. Vous pensez que ça vaut pour les Congolais? Pourquoi nous devons seulement privilégier les élections alors que le social du Congolais vient toujours en second plan? Les Congolais doivent quand même jouir de ces richesses. Il n'existe jamais de fonction président intérimaire. À l'UDPS, martèle et signe le secrétaire général de ce parti politique, Guy Bao. Ce dernier l'a réaffirmé au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 12 mai à Kinshasa, à l'issue duquel il est revenu sur les circonstances ayant concouru à sa désignation par la Convention démocratique du parti. Comment je suis devenu secrétaire général, moi qui étais secrétaire général adjoint, pour laquelle la Convention démocratique dirigée par M. Victor Wakwenda a tenu une session extraordinaire en octobre pour remplacer cette vacance qui était devant nous. C'est la raison pour laquelle le plus pressant, les SGA qui n'étaient pas frappés par une incompatibilité des fonctions, c'était moi. J'ai été élevé du SGA au poste du secrétaire général pour combler les vides laissés par le refus de mon frère d'occuper ce poste. Durant ce face-à-face avec les Chevaliers de la Plume, l'actuel CG du parti présidentiel a énuméré les différentes causes qui sont à l'origine du malaise que vit le parti avant de se pencher sur l'épineuse question du mandat spécial. Par rapport au mandat spécial, il y a une confusion. Si vous lisez ce mandat de près, nulle part il est écrit président Haï, ça n'existe pas. On donne mandat à un secrétaire général. Moi, je suis empêché parce qu'élu président de la République. Conformément à la Constitution, je ne peux pas être président d'un parti. Je te laisse un mandat. Et c'est pour violer la Constitution, les statuts? Non. Les mandats, c'était pour organiser maintenant la succession conformément au texte. Quant à la position du garant de la nation au regard de cette situation, Guy Bao affirme que le chef de l'État, puisque président de tous les Congolais, reste au-dessus de la mêlée et ne peut en aucun cas s'y mixer dans les affaires internes de tout regroupement politique.
Déplorant le déficit communicationnel qui n'accompagne pas les actions du chef de l'État, fruit de l'UDPS, le non-respect des textes du parti et l'abandon des valeurs fondamentales, le nouveau secrétaire général regrette par ailleurs la répression policière observée le dimanche dernier lors de la matinée politique prévue à Limete et annonce que la cellule juridique est déjà à pied d'œuvre pour réparation des préjudices causés. Comment évoluent les travaux du chantier à la station SNEL Kinsuka, ligne en provenance de la centrale Zongo 2, devant alimenter la partie ouest de la ville-province de Kinshasa? Le conseiller principal du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de l'énergie, Maître Michel Eboman, était sur les lieux où s'effectuent ces travaux ce mardi 11 mai pour se rassurer. Sur place, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan et tout son staff expliquent le déroulement de ces travaux à la station SNEL Kinsuka. Vous vous rappelez qu'on avait visité une fois à Zongo 2, la centrale de Zongo 2 avec son Excellence le chef de l'État. Et je lui avais indiqué qu'il y avait une ligne qui devait être construite pour arriver à Kinshasa. Et cette ligne qui devait être construite, c'est effectivement ici à Kinsuka que cette ligne va atterrir pour pouvoir alimenter la population de la partie ouest de la ville de Kinshasa par rapport à l'énergie qui est déjà en train d'être produite et qui est disponible à Zongo 2. Profitant de l'occasion, le DG de la SNEL a ému quelques difficultés sur terrain. Vous savez, pour construire les lignes, comme les lignes électriques sont dangereuses, ils émettent des ondes magnétiques qui sont néfastes pour la santé de la population. Donc on doit dégager des couloirs pour permettre à ce que ces lignes puissent passer et que ces lignes sont d'utilité publique. Donc il fallait impliquer l'autorité pour qu'ils sachent que nous avons cette difficulté parce que la population qui avait construit sous ces servitudes aimerait qu'elles soient dédommagées et il fallait que les choses se fassent proprement et d'une manière équitable. Alors l'arbitrage de la présidence permet d'être dans cet environnement où tout peut se passer d'une manière équitable. Venu en éclaireur et l'œil du chef de l'État, le conseiller en matière de l'énergie, Michel Eboman, précise. Je suis venu ici en éclaireur pour voir l'effectivité, n'est-ce pas, des débuts des travaux pour le poste qui devra recevoir l'énergie électrique venant de Zongo 2. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès sa prise de fonction, a fait du secteur de l'électricité sa priorité. Voilà pourquoi le collège Mines et Énergie de son cabinet s'active à suivre la matérialisation de la vision du président de la République. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec la haute direction de la SNEL, parce que c'est un projet qui est géré par la SNEL. Nous sommes venus voir pour enfin solliciter la disponibilité du président de la République pour présider la cérémonie de lancement des travaux de la construction de ce poste. Il promet de revenir de temps en temps pour suivre à la loupe la matérialisation de la vision du chef de l'État. En tout cas, pour nous, dans le secteur de l'électricité, nous sommes souvent avec la direction générale de la SNEL pour que nous puissions nous rassurer que cette entreprise exécute pas après pas la vision du président de la République. Nous reviendrons ici de temps en temps pour accomplir ce que venait de dire monsieur le directeur général de la SNEL. Ces travaux de construction de la ligne Zongo 2 sont effectués par la société Sino Hydro.
nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.